Giga Initiative a une web émission que nous diffusons chaque fin de mois depuis le mois d'août sur nos réseaux sociaux respectifs, Twitter, YouTube, Facebook. Et nous vous invitons à suivre ces débats où nous avons toujours des experts en la matière environnementale qui sont là pour répondre à nos questions. Vous pouvez aussi leur poser des questions, ils y répondront pendant l'émission ou après. Il y a énormément de choses à dire sur l'environnement. Pourquoi l'environnement? Parce que c'est un enjeu important aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020. Un enjeu qu'on ne peut plus ignorer dans notre quotidien. Et chacun a son mot à dire là-dessus. Chacun peut avoir son impact. Il s'agit de ne pas jeter son plastique. Il s'agit de savoir où est-ce qu'on met nos ordures, quoi acheter et comment, bien entendu, protéger notre environnement qui en a grandement besoin. C'est en ce moment qui a amené ce qu'on appelle culture hors sol, mooy dañuy bay fu nga xamante ne nekkatul ci suuf naturel. C'est-à-dire c'est pas dans le milieu naturel du sol foofu la ñu cultiver moo tax ñuy wax culture hors sol mooy ñu indi ay substrats yu bees. C'est en ce moment qu'on parle de culture hors sol. Et quand on parle de microjardinage, ici on utilise des substrats, c'est-à-dire il y a les substrats solides et liquides. Quand on parle de hydroponie, c'est donc utiliser de l'eau pour donc alimenter les racines pour que la plante puisse grandir et produire. Maintenant, il y a aéroponie et aérohydroponie. Donc ça, c'est les trois cultures qu'on utilise et c'est des substrats qui sont à base de l'eau. Les problèmes de santé que nous avons, qu'on entend souvent, nous ont poussé, moi particulièrement, m'a poussé à me lancer dans tout ce qui est les légumes, etc. Et franchement, c'est un plaisir de consommer les produits qu'on a cultivés. Et moi, avec l'expérience que je vis actuellement chez moi, parce que moi, sur ma terrasse, j'ai mis même une serre pour pouvoir protéger mes tomates. Mais je vous assure, maintenant, je vois même des oiseaux que je n'ai pas vus depuis très, très longtemps. La culture en pot et même avec des techniques de permaculture. Et ce qui est important dans la permaculture, c'est justement de n'avoir pas d'intrants ou alors vraiment des intrants naturels, c'est-à-dire tous les engrais qu'on va utiliser, etc., viennent du compost, viennent de choses naturelles et de travailler la terre. Mais pour qu'une terre, surtout en pot, soit suffisamment bonne pour que ça fasse beaucoup de culture, il faut la nourrir en permanence. Et le principe de la permaculture, c'est ça, c'est de garder un sol très vivant. Alors aujourd'hui, on a un thème très particulier. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion du littoral. Le littoral sénégalais est blessé ou bien est impacté par différents facteurs, à savoir des facteurs naturels comme des facteurs également anthropiques. Il y a un autre volet qui concerne maintenant les interventions sur le terrain, parce que quand la mer avance, il faut naturellement que l'État et ses partenaires au développement puissent mettre en place des dispositifs qui permettent de réduire l'avancée de la mer. C'est dans ce cadre que des ouvrages de protection côtière ont été mis en place, particulièrement dans la zone de Rufisque. On a la digue frontale de Tchaoulen qui a été mise en place en collaboration avec l'UEMOA, mais avec le Fonds pour l'adaptation. Il y a aussi, toujours à Rufisque, dans la zone de Djokoul, n'est-ce pas, un mur qui a été construit avec l'appui de l'UEMOA, etc. Dans d'autres localités du Sénégal, comme vers la zone de Saint-Louis, le ministère a testé d'autres approches beaucoup plus écologiques, beaucoup plus souples à travers le réengraissement de certaines plages qui ont été complètement détruites par l'érosion côtière. Oui, en parlant de gestion intégrée, par rapport aux perspectives juridiques et institutionnelles, il y a déjà des prémices au Sénégal avec le projet qui a été initié en 2014 sur la gestion intégrée des zones côtières au Sénégal. Ce projet a été piloté par ENDA. Nous avons par ailleurs les aires marines protégées qui ont été implantées au Sénégal.
Déjà, nous avons ces initiatives. Et donc, il faut capitaliser au Sénégal ces expériences pour pouvoir réfléchir sur d'autres initiatives et améliorer la gestion. Par ailleurs, du point de vue juridique, proprement parlé, nous pouvons évoquer la question de l'urgence sur l'adoption de la loi sur le littoral. Parce qu'au Sénégal, on constate que le véritable problème, c'est la diversité des textes qui interviennent et qui sont imprécises et floues, qui ne donnent aucune clarté sur le contenu du domaine public maritime au Sénégal. Les gens ont tendance à oublier une bonne partie du littoral. Je prends l'exemple, par exemple, de la zone des Niayes, de Dakar à Saint-Louis, qui supporte quand même 80% de l'économie horticole du Sénégal. Et qu'il faut penser la ville, il faut sécuriser la ville, sécuriser les habitants, mais il faut penser aussi au rapport ville-campagne, il faut nourrir les villes. Dans le cadre de l'écologie urbaine aussi, il y a des aspects très importants liés à la pollution des eaux. Par exemple, beaucoup de personnes actuellement déversent leurs eaux usées au niveau de l'océan, ce qui interdit la baignade. Alors qu'il fait chaud actuellement, nous avons besoin d'aller à la mer pour certains points, aux environs de l'université, un peu partout. En tout cas, il a posé un débat très intéressant à poursuivre et puis c'est bien aussi d'interroger l'ensemble des parties prenantes, dont l'État avec le directeur de l'environnement, notre ami Cheikh Oumar Sy et beaucoup d'autres. Il serait aussi intéressant d'interroger des populations. Par exemple, ici au niveau de Saint-Louis, d'interroger les populations qui sont au niveau de la zone de Guerdar, de Gokhombaye, qui sont menacées. De l'autre côté aussi, au sud du Sénégal. Aller aussi au niveau de la zone touristique qui est actuellement menacée où les gens pensent à une autre forme de tourisme. Donc voilà des choses sur lesquelles on pourrait construire à l'avenir. Je vous remercie. Il y a les parties prenantes. Je pense qu'on ne peut pas faire de la gestion du littoral sans parler des parties prenantes. Parce qu'on travaille pour ces parties prenantes. Elles ont d'abord un rôle d'appropriation et d'une fonction de durabilité des interventions. Parce que quand on agit, c'est pour leur intérêt. Et donc, si on ne les intègre pas, toute la finalité de ce qu'on est en train de faire risque de ne pas être durable. Et aussi, vous avez la société civile aussi qui fait partie des parties prenantes, qui joue bien son rôle de plaidoyer et un peu, et vous voyez, disons, l'activité que la société civile a dû mener ces derniers temps pour faire rentrer un peu, si vous permettez l'expression, les autorités dans les rangs, afin de ralentir un peu cette boulimie foncière qu'on note au niveau du littoral. Chaque année, plus de 5 000 milliards de sachets plastiques sont utilisés à travers le monde. À cela s'ajoutent les bouteilles et autres objets en plastique. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, seule une petite partie de la production de ce plastique-là est recyclée. Le reste se retrouve dans la nature, sur les plages ou dans les océans. Donc, le plastique, en réalité, c'est un matériau un peu complexe. Qui se présente de différentes manières. Donc le plastique qu'on a l'habitude de voir un peu partout tous les jours dans nos modes de consommation. En fait, il y a le plastique souple et le plastique dur. Alors quand on parle de plastique de manière générale, les gens pensent automatiquement au plastique souple, c'est-à-dire mais il y a également un autre type de plastique qui est constitué de plastique dur. Mais le plastique qui pose aujourd'hui le plus de problèmes et qui a été retracé un peu sur ce reportage, c'est le plastique souple, donc les sachets en plastique. Alors, les sachets en plastique sont des dérivés d'hydrocarbures fossiles. Et de manière générale, on distingue aussi bien pour le plastique souple que dur. On a le polyéthylène. Haute densité comme basse densité. La basse densité, c'est essentiellement les sachets. On a du polypropylène. Donc, quand on dit, enfin, c'est des termes très techniques que les gens peut-être ne comprendront pas forcément. Donc, quand on parle de polypropylène, par exemple, copolymère, on va plutôt citer tout ce qui est bassines, seaux en plastique,
pelles, etc. Donc, on a également le polychlorure de vinyle, le PVC. Donc, vraiment, on a différents types de plastique et qui ont des compositions chimiques différentes. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. La première solution serait peut-être de ne plus avoir en fait de plastique du tout dans nos vies. Mais on sait aujourd'hui qu'avec l'introduction de ce plastique-là, je me répète, dans nos vies, ce sera quelque chose de difficile. Donc, on va aller petit à petit sur des solutions. Il ne faut pas être des solutions radicales. Mais aujourd'hui, on a fait un premier pas en interdisant tout ce qui est jetable et tout ce qui est à usage unique en termes de plastique. Et on va aussi faire des efforts par rapport à tout ce qui est valorisation de ce qui peut être valorisé, parce que tous les plastiques, malheureusement, ne peuvent pas être valorisés. Marina l'a dit tout à l'heure, il y a des plastiques qui sont, on va dire, on l'appelle donc complexes. C'est un ensemble de matières plastiques qui ne sont pas de la même, comment on appelle ça, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui forment un produit après pour valoriser ce type de plastique-là. C'est compliqué. Donc les solutions sont là. On va essayer d'adopter chaque solution à la problématique qu'elle peut résoudre et finalement arriver à pouvoir éradiquer, sinon contenir cette pollution plastique-là pour qu'elle n'impacte pas trop sur l'environnement et finalement sur la santé des populations. Donc, comme vous l'avez défini, Sophie, au début, que la pollution de la plastique, autrement appelée pollution plastique, est une pollution donc, qui est engendrée par l'accumulation de déchets en matière plastique donc, dans l'environnement. Donc, pour essayer de revenir largement sur les trois formes donc, de pollution. Donc, l'analyse que nous faisons à cette loi, c'est que l'État, pour répondre à ce fléau, pour lutter contre ce fléau donc, du plastique, le Sénégal avait adopté donc, la loi numéro 2015, du 4 mai 2015, relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention et de la distribution donc, de l'utilisation des sachets plastiques, de faible micronage. Mais il y avait certaines brèches. Et cette loi a été abrogée et remplacée par la loi donc 2020, du 4 janvier 2020, pour faire face aux dérives plastiques. Aujourd'hui, donc, cette loi propose des solutions intéressantes pour répondre aux enjeux de réduction des déchets plastiques. Cependant, son application sur le terrain devra faire l'objet d'un suivi très attentif par rapport à plusieurs points. Ces analyses donc, que nous allons faire soulignent les aspects positifs de la loi, tout en proposant des précisions à apporter pour optimiser l'impact de sa mise en œuvre. Je suis de la baie de Hann qui est très polluée par les plastiques. Je suis de la ville de Dakar. Nous sommes la ville de Dakar qui est une grande ville, mais son visage est hideux parfois, hideux simplement parce que nous avons beaucoup de plastique. Quelles sont les solutions pour les plastiques? On aurait aimé être là pour en discuter avec vous et proposer au conseil municipal des solutions à la hauteur de Dakar en Afrique, parce qu'on ne peut pas avoir une capitale aussi importante, une ville aussi attrayante, mais personne ne peut prendre une photo dans la rue parce qu'il y a des plastiques partout. Et ce même plastique fait un couloir végétal au niveau des villes de l'intérieur et ça perturbe notre agriculture, ça perturbe notre élevage et même la pêche, parce que lorsque vous utilisez les techniques de filet de plage, les scènes de plage, lorsque vous tirez votre filet vers la plage, à l'arrivée, vous avez beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles de Kirène, beaucoup de pneus et beaucoup de plastique divers. Donc voilà un peu ce que nous vivons dans cette ville. Et nous aurons l'occasion, on fait la demande formellement de réorganiser un webinaire sur les plastiques encore. De retour pour un nouveau sujet environnemental. Les arbres sont symboles de vie. Ils offrent l'abondance de leur ombre, nous gratifient de leurs fruits et enrichissent les sols stériles, d'où l'importance du reboisement, surtout en milieu urbain ou périurbain. Je disais que l'arbre il est important aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, mais seulement il y a de gros défis qui sont propres au milieu urbain et périurbain et qu'il faut vraiment essayer de les relever
pour quand même permettre à l'arbre de s'épanouir dans ce milieu. Parce que les gens qui vivent en ville aussi et dans la périphérie de la ville, ont besoin de la présence de cet arbre dans leur quotidien. Et cela me permet de remettre le doigt sur le point avec lequel M. Sow a terminé, à savoir le défi de l'entretien de tous ces espaces verts, si je reprends ces mots. Et je disais que c'est ça le principal problème en fait. Si on arrive à impliquer tous les acteurs et plus les populations que les autres acteurs, parce que ce sont les premiers concernés, si on arrive quand même à impliquer tout le monde de telle sorte à ce qu'il y ait un suivi régulier et très rigoureux de ces forêts qui sont créées, nous pourrons quand même arriver à résoudre beaucoup de problèmes qui sont au milieu urbain parce que voilà, les ressources forestières regorgent de solutions en fait par rapport aux différents défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie de toute région. Donc je vais faire une petite présentation, donc parler un peu du général mais terminer par les forêts qui sont dans mon département, dans le département de Mbour. Maintenant pour une petite définition de la forêt urbaine, c'est bon. C'est une forêt ou des boisements poussant dans une aire urbaine. Donc, pour ce qui est de la forêt périurbaine, c'est une forêt qui cerne la ville ou la banlieue. Donc, c'est des définitions qu'on a eu on a consulté le net pour avoir quelques définitions de ça. Je pense Ramata a beaucoup parlé de définitions, heureusement. Et pour le graphique, on a juste pris un graphique pour un peu comprendre les forêts urbaines, les forêts périurbaines par rapport à la ville. Donc, pour l'importance des forêts urbaines et périurbaines, donc, de manière générale, les aires protégées contribuent fortement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et au-delà des avantages écologiques et esthétiques, les arbres fournissent d'énormes moyens de subsistance et jouent un rôle socio-culturel important. Les forêts, c'est l'avenir. Les forêts, c'est des emplois. Les forêts, c'est la santé. Tous les piliers, tous les objectifs des ODD, on peut les retrouver dans les forêts urbaines et périurbaines. Parce qu'aujourd'hui, les forêts, sur le plan économique, ils créent des emplois. Sur le plan économique également, ils facilitent l'approvisionnement en denrées alimentaires. Sur le plan économique également, sur le plan sanitaire, ils améliorent la santé. Hein. Sur le plan de l'urbanisation également, ils purifient l'air, ils rafraîchissent la ville. Donc, sur beaucoup d'éléments, les forêts contribuent fortement à l'atteinte des ODD. Merci. La biodiversité est un terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux. La diversité des milieux, des écosystèmes, la diversité des espèces, la diversité génétique même au sein d'une même espèce. Et c'est très important de la préserver. La principale cause de la perte de cette biodiversité serait la consommation de nos ressources naturelles. Alors, comment est-ce qu'on la protège ? Nous avons 3 niveaux de diversité biologique. La diversité écologique ou diversité des écosystèmes. Les écosystèmes sont différents en fonction du support de vie, c'est-à-dire du biotope, et elles sont façonnées par la situation géographique, le paysage, le relief ou bien le climat. Nous avons aussi la diversité spécifique ou diversité des espèces. Dans un même écosystème, on trouve des espèces vivantes très différentes. Et nous avons la diversité génétique ou diversité des gènes. Le patrimoine génétique des animaux différencie les individus au sein d'une même espèce. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir associé à ce webinaire sur la biodiversité. Je crois que Aminata a déjà campé le débat, donc moi je vais plutôt m'appesantir sur les opportunités de financement en matière de biodiversité et les enjeux génériques en matière de conservation de la biodiversité. Donc je disais que je vais partir moi d'une perspective beaucoup plus large sur les enjeux de la conservation de la biodiversité en Afrique. D'abord pour dire que si on regarde cette carte que je montre à l'écran, on voit le
l'évolution du nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté en Afrique par rapport au reste du monde. Donc, malgré la richesse de l'Afrique, on se rend compte que l'Afrique n'arrive pas encore à tirer profit des ressources qui sont liées à la biodiversité. Et cela malgré le fait qu'il y a beaucoup de stratégies et de plans qui ont été élaborés pour conserver cette biodiversité depuis très longtemps, mais aussi ces dernières décennies avec le plan de Aichi dont parlait tout à l'heure Madame Aminata, et toutes les stratégies qui ont suivi sur la décennie de la biodiversité, la décennie de la restauration de terre qui va bientôt commencer à l'horizon 2050. Sans plus tarder, on va entamer cette 6e édition qui porte sur l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat bleu et vert. Oui, on va préciser c'est quoi l'entrepreneuriat bleu et vert très bientôt, au courant de l'émission, au début de l'émission. On nous dit que par rapport à l'entrepreneuriat vert englobe les activités économiques, les technologies, produits et services qui limitent les émissions de gaz à effet de serre et réduisent l'empreinte écologique, minimisent la pollution et économisent les ressources. Donc, déjà, nous sommes dans un monde où on nous parle de développement durable. Comment faire de sorte que les ressources que nous avons, qu'on puisse les protéger pour que les générations futures puissent en bénéficier et qu'on puisse réduire les gaz à effet de serre et que la population puisse se nourrir, mais en polluant moins et aussi en utilisant un peu des ressources tout en laissant à la génération future. Je pense que je pourrais en revenir au cours des échanges et des partages, mais de manière résumée, voici un peu ce que je pouvais dire par rapport à la vidéo et aussi à la définition par rapport à l'économie bleue. Et par rapport à l'économie verte, par rapport à l'économie bleue, ça fait référence plus à tout ce qui touche aux lacs, aux océans, entre autres, et aux ressources maritimes. Je pense aussi la vidéo l'a illustré par rapport à la pêche, à la surpêche. Je pense aussi on pourra y revenir avec les pistes de solutions, entre autres. Je rejoins un peu ce que M. Mendy a dit sur l'entrepreneuriat vert et bleu en tant que tel, sur les filières, parce que c'est en réalité, l'entrepreneur va forcément se calquer vers des filières pour pouvoir faire un business vert. C'est un business. Quand on parle d'entrepreneuriat vert, c'est que l'entrepreneur en tant que tel monte un business. Et dans tous les secteurs, il y a la mer à boire, on va dire. L'Afrique est encore un continent vierge quand on parle même de développement. Puisqu'on nous a toujours dit, faites comme ci, faites comme ça, suivez telle stratégie, faites des restrictions par rapport à vos salariés, faites ci, faites ça, suivez, donnez telle formation à vos jeunes. Mais on ne nous a pas laissé le temps en réalité de mûrir quelque chose de local et d'adapter à nos réalités. En fait, partir de zéro, j'entends toujours dire en fait que les jeunes, ils ont des projets en tête. Il faut les mobiliser, leur parler, les écouter et vous saurez qu'ils ont des choses en tête, des projets, tas de projets en tête. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de les réaliser. Et ce que j'entends toujours dire, c'est que je veux faire ceci, je veux faire cela, j'ai un projet, mais je n'ai pas de fonds. J'ai pas de fonds. La plupart du temps, c'est ce que l'on entend dire des jeunes, j'ai pas de fonds. Et pour, en fait, réussir à avoir ce fonds-là, il y a des ressources. Il faut des ressources qu'il faut mobiliser. Et pour mobiliser ces ressources-là, la question c'est quoi? C'est où et comment? Donc, ce sont des fonds de démarrage qui peuvent aider ces jeunes-là à pouvoir faire quelque chose demain, à entreprendre. Donc, c'est vrai que tout le monde ne peut pas entreprendre, si vous le dites. Mais il y a des possibilités que ces jeunes-là qui ont qui pensent entreprendre, qu'on puisse les aider à entreprendre. Juste le temps de remercier tous nos internautes qui ont participé, de vous demander de continuer à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et d'utiliser nos hashtags, Cœur Vert SN, We Love Nature SN, Giga Initiative, et de continuer à entretenir les questions et les interactions avec nos différents experts. Je remercie aussi toute l'équipe technique et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle web émission. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.